Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. FAQ et analyse, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. On commence tout de suite avec une petite analyse. On a sélectionné quelques petites séquences. Voilà, rien de fou, hein. C'est pour montrer un petit peu qu'est-ce qui n'a pas marché. On a l'impression en fait que le Barça est un petit peu comme le Barça de la saison dernière. Alors direct, on nous dit quand on perd évidemment que c'est le Barça de Xavi, mais c'est surtout les mêmes joueurs qui répètent les mêmes performances et qui sous-performent, on va dire, et qui sont très peu efficaces dans certains domaines, dont le pressing. On va voir déjà la première séquence. On a un Barça qui presse assez haut, on le voit ici. Comme à son habitude, souvent c'est les ailiers, donc en l'occurrence hier, Pablo Torre et Rafinha, qui vont presser les centraux. Donc là, on a quand même Las Palmas qui a la volonté de sortir court avec le défenseur central. Donc on a Rafinha qui vient presser très haut. Ici dans l'axe, on a je pense que c'est Fermín López ici et Lewandowski qui marquent les milieux de terrain ici. Enfin, qui marquent. Fermín, Lewandowski, on va voir que c'est un concept assez flou. Et ici, on a touché Molero. Molero, normalement, donc les ailiers, ce qu'on fait d'habitude, c'est que si l'adversaire sort par les latéraux, on a Koundé qui vient presser le latéral adverse. C'est comme ça qu'on presse et ensuite on les enferme côté ligne. Cette fois-ci, ils sont sortis directement par l'axe et donc là on voit Koundé qui savait pas trop vraiment quoi faire. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois pas y aller? Parce que concrètement, quand on est sur un marquage classique, Molero était ailier gauche et Koundé latéral droit. Donc logiquement, Koundé doit plus ou moins marquer son ailier. En tout cas, quand l'équipe adverse joue haut sur le terrain, on va dire. Là, c'était une sortie de balle et on sait que les sorties de balle adverses, c'est un peu différent. Comme je l'ai dit, Koundé, lui, normalement, il va presser le latéral et non pas l'ailier. Et l'ailier, qui c'est qui vient le chercher? C'est le défenseur central, donc l'ailier gauche, c'est Cubarsí. Normalement qui irait dessus. Mais le Cubarsí va pas sortir plein axe ici et laisser l'axe, la défense centrale sans personne. Donc c'est un des milieux de terrain du double pivot. Donc là en l'occurrence c'est Pedrito qui vient presser Molero. Il y a dû avoir un retard, on voit pas le plan très large, on le voit débarquer d'un coup. Donc je sais pas qui a lâché un petit peu le marquage au départ. Je pense qu'il est parti du couloir pour rentrer dans l'axe au dernier moment. Justement tromper le marquage, le pressing du Barça. Passer de Koundé qui devait le marquer à d'un coup un milieu de terrain qui doit compenser. Je pense que c'est pour ça qu'on a eu du mal à le chercher. Lewandowski qui, pressing comme on l'a dit, c'est un concept assez flou. Donc Lewandowski va se faire battre ici. C'est un avertissement. C'est un premier avertissement. On joue la 20e minute. Vous allez voir que je sais plus si c'est le premier ou le deuxième but, mais on le prend exactement. C'est la même séquence, sauf que cette fois-ci, il marque. Ah non, c'était Cubarsí, pardon. Autant pour moi, c'était bien Cubarsí qui prenait. Je croyais que c'était Pedri, mais en fait, Pedri, il est là. Et Gavi est là. Donc en fait, c'était bien Cubarsí qui avait suivi l'ailier, comme d'habitude. Et ce qui fait que, du coup, quand je disais qu'il allait pas le faire parce qu'il allait laisser l'axe seul, eh bien c'est ce qui s'est passé du coup. Cubarsí qui est sorti très loin de la défense. Donc encore une fois, un pressing assez haut, assez risqué de la part du Barça. Et qui, quand il est brisé, ce pressing-là, derrière, c'est forcément risqué. Il y a grosse occasion. Là, il y a Pedri qui essaie de couvrir. Ça devait être un numéro 10. On va dire, ou un milieu de terrain, bref, qui va se déplacer dans le couloir pour écarter un petit peu la défense du Barça. Ensuite, on a l'attaquant qui part en profondeur, tout ça. Donc après, il n'y a pas d'action dangereuse, Inigo arrive à bien compenser. Las Palmas n'a pas réussi, on va dire, à vraiment être dangereux, mais le pressing a été cassé tellement facilement. Autre séquence qui représente assez bien, je trouve, le mood, mon mood à moi, le mood de tous les supporters et qui représente assez bien le match aussi. Désolé pour Koundé. Koundé, quand j'ai revu le match, déjà au stade, je me disais, Koundé avait fait un mauvais match. En revoyant le match chez moi tranquillement, là, pour l'analyse, j'ai trouvé ça encore pire. Donc de base, il fait un mauvais contrôle. Un peu long. Il est pas attaqué, il y a personne sur lui, hein. Vraiment il y a tout le temps qu'il faut, tranquille quoi. Donc déjà le contrôle est long, il est obligé de faire un coup, tendre la jambe pour se rabattre le ballon et après il va essayer de faire un crochet ultra long qui va finir en touche tout simplement. Il s'emmène le ballon du gauche, il l'envoie en touche. Donc voilà, déjà tu te dis qu'est-ce qui se passe. Quand tu vois ça, tu te dis mais on n'arrive pas à... Comment veux-tu aller gagner un match si tu n'arrives pas à faire un contrôle, une conduite de balle normale, s'il y a autant d'imprécisions. Ensuite on a Flick, ça c'est voilà le mood. Hop, regardez, la tête qui fait Flick là, ça c'était ma tête pendant le match, dans les tribunes. Et cette tête là c'était moi quand je suis rentré sur le retour. Sur le chemin du retour pour aller chez moi, j'avais cette tête là, voilà. C'est le mood de la journée d'hier. Pendant le match, après le match. On est bien.
Séquence du premier but de Las Palmas, on revient des vestiaires. Le début vraiment, on joue à la 48e minute, c'est le début de la deuxième mi-temps. Lamine Yamal est rentré, ici. Rafinha donc est passé à gauche, à la place de Pablo Torre. Fermin Lopez ici en milieu quoi. Donc Fermin et Lewandowski toujours qui pressent les deux milieux de terrain, le double pivot. Rafinha qui va presser la défense avec Lamine Yamal. Donc Las Palmas qui sort avec son défenseur central gauche ici, pressé par Lamine qui est enfermé, qui l'empêche de faire sa passe dans le couloir au latéral. En vrai je pense que peut-être que Lamine il aurait dû empêcher la passe axiale plutôt qu'empêcher la passe vraiment, mais après il se dit, il y en a qui font le marquage dans l'axe et que c'est pas possible de sortir aussi facilement. Bon, il s'est trompé, mais dommage. Donc là il y a une première erreur pour moi, déjà Koundé il fait trop la course vers le latéral. Il envoie tout ce qu'il a, alors que on voit bien que Lamine bloque bien la passe et qu'il peut pas la donner au latéral. Donc Koundé ça sert à rien qu'il monte trop déjà. Parce que là, il monte beaucoup trop haut et du coup, s'il y a une attaque rapide, ce qui va se passer, eh bien, il sera hors de position pour défendre. Il aura trop de distance à parcourir pour revenir défendre. Déjà. Donc, vu que Koundé monte beaucoup trop haut, eh bien, si là, le milieu de terrain, il veut aller chercher Molero, Gavi, il est obligé d'aller marquer Molero. Ce qui fait qu'il y a ce petit déplacement de Gavi là, ici, qui vient un petit peu plus serrer, on va dire, son ailier. Et là, encore une fois, qu'est-ce qu'on a ? On a Lewandowski qui lâche complètement son marquage, ici, dans son dos, cataclysmique, en fait. C'est exactement les mêmes problèmes qu'on avait la saison dernière, quand Lewandowski, ou même Gundogan, il y avait ce pressing-là, des deux. C'était assez compliqué, on se faisait casser un pressing beaucoup trop facilement, surtout Robert, qui faisait pas beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. Et c'est pour ça, je pense, qu'il a été un petit peu placé ici, parce que vu qu'il mettait pas énormément d'intensité, on a mis les ailiers plutôt. Mais là, c'est une catastrophe. Là, c'est une catastrophe. À quel point ils sortent facilement. On a Fermin qui est un peu trop loin du milieu de terrain, qui va essayer de revenir ici sur lui de manière assez agressive, mais en une touche, hop, le pressing il est cassé. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve à les deux centraux contre 3. Gérard Martin étant très haut pour presser le latéral adverse et Koundé pareil. Voilà. Donc là, on peut dire, ouais, c'est de la faute de Gérard Martin. C'est de la faute de Koundé, c'est de la faute de Lewandowski. Bon, déjà, c'est pas de la faute des latéraux, parce que c'est l'instruction du coach, elle est comme ça, il faut presser de cette manière. Maintenant, si les milieux de terrain ne sont pas attentifs et qu'ils laissent trop de marge au milieu de terrain adverse pour sortir le ballon aussi facilement, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Tout ce que tu mets en place devant, Lamine Yamal, Fermin, Rafinha qui mettent de... Ah, c'est pas Fermin d'ailleurs là, c'est Pedri ou... Ouais, ça doit être Pedri là en fait. Je vois pas très bien avec c'est assez... la qualité pas ouf, donc en fait je croyais que c'était Fermin au début. Mais non, Fermin il est devant, pardon. Donc Pedri, je vais y arriver, hein. Ici et Lewandowski. Et si les trois de devant, Lamine, Rafinha, Fermin mettent de l'agressivité, de l'intensité et que derrière ça suit pas, ça sert à rien. Là Lewandowski il lâche complètement le marquage comme l'action qu'on a vue tout à l'heure. Et là, c'est beaucoup trop dangereux du coup. Là, que voulez-vous qu'on fasse ? Alors, évidemment, le Iñaki Peña, on va le voir, il n'est pas exemple de tout reproche, mais là, c'est très dangereux, forcément. Là, les deux défenseurs sont livrés à eux-mêmes. Et c'est le risque de jouer comme ça, de presser comme ça. Si tu échoues dans ton pressing, eh bien, tu as une action adverse qui est très très dangereuse pour le Barça. C'est logique, hein, parce que tout le monde est très très haut et il reste que les deux derrière. Hein. Donc on a le joueur qui va jouer à droite. Voilà, il y avait l'autre joueur, l'autre attaquant qui avait énormément écarté. Comme ça laisse beaucoup de distance entre les deux centraux, logique. Et Sandro qui va pouvoir allumer Iñaki Peña en entrée de surface ici. Iñaki Peña, je veux dire, il a le temps de voir venir, je comprends pas moi. Franchement, c'est dur. Hein. C'est dur de prendre un but comme ça. Parce que le pressing est catastrophique, on est d'accord. Mais là, le gardien, je suis désolé, c'est pas normal qu'il prenne un but comme ça. Il est très très loin, la frappe elle est pas surpuissante, c'est pas un truc inarrêtable, un truc de ouf, tu vois. C'est une frappe qui est pas mauvaise, à rater, certes c'est dur, on sait qu'à rater c'est un peu dur pour un gardien le temps qu'il se couche, tout ça. Mais je suis désolé, on doit l'arrêter celui-là. Un tir, un but quoi, c'est trop, c'est beaucoup trop. Donc le Barça va quand même réagir autour de l'heure de jeu, on va marquer, on va égaliser. Après un pressing de... Alors Ferran Torres qui est rentré... Fermin est sorti me semble, donc il y a toujours Robert, Rafinha, Pedri ici, Lamine Yamal de l'autre côté et donc Ferran Torres qui est rentré, qui a essayé quoi, qui a mis un but hors jeu et là il est au pressing donc pressing assez agressif, il joue à l'épaule et après il va tacler, récupération de balle, Barça va pouvoir contre-attaquer on va dire, assez rapidement, Frenkie qui sert Rafinha et on va voir en fait un bloc du Barça beaucoup plus haut. Ici on a des joueurs qui sont très très hauts, alors je sais pas si le bloc est beaucoup plus haut qu'en première mi-temps mais j'ai cette sensation là que le Barça
poussé un petit peu plus et du coup s'est installé un petit peu plus devant la surface adverse et on a senti un Las Palmas qui reculait, tout ça. Quand le Barça le veut, on peut être quand même un petit peu plus dangereux, surtout après la première mi-temps soporifique. Donc Pedri tire la balle, qui est pas forcément attaqué, qui va donner entre les deux joueurs là pour Rafinha qui est seul, qui est placé entre le milieu et la défense. Rafinha il aime bien ces zones là, entrée de surface dans une zone de terrain axiale quoi, là où il peut faire parler sa belle frappe quoi, tout simplement. Il a une frappe assez puissante, quand c'est cadré ça peut être très dangereux. Lui qui a touché la barre aussi en première mi-temps il me semble. Voilà, manque d'efficacité c'est comme ça. Donc Rafinha qui se retourne, qui est pas forcément non plus attaqué et qui va faire donc une belle frappe ras de terre là et qui va battre le gardien. La frappe est magnifique, voilà, l'action en soi est pas incroyable, récupération rapide de Ferran Torres, pose le jeu direct, Inigo qui la passe à Frenkie qui la passe à Rafinha, qui la passe à Pedri, ou qui la redonne à Frenkie, bref, un petit jeu comme ça, il n'y a pas grand chose mais au final on marque quoi. Quand je dis pas grand chose c'est qu'il n'y a pas énormément de mouvements, pas de 1-2 de fou, d'appel de balle, non, jouer normal, on sait rien. Retourné, on a tiré, on a marqué quoi. Et pour finir en beauté, voilà, un but venu un petit peu de nulle part, peut-être le pressing qui est pas assez agressif de la part de Frenkie en l'occurrence, c'est pas pour lui tomber dessus mais bon ça tombe sur lui, c'est lui qui est là. Une défense mal alignée, surtout un Hector Fort là qui est pas forcément, qui se fait un petit peu endormir, je sais pas, aspiré par le joueur, par le ballon, j'en sais rien. On laisse trop de temps à ce joueur là pour centrer. La défense qui remonte un petit peu mais qui remonte pas de manière non plus virulente et qui est pas très bien alignée. Bon après c'est pas non plus catastrophique l'alignement, mais bon, là Hector Fort est un petit peu trop, après je pense qu'il était couvert quand même par Koubarsi, l'attaquant dans tous les cas, mais voilà, une passe qui voilà quoi, Hector Fort il se fait un petit peu endormir par le ballon, je sais pas il est pas très réactif disons, et là la balle elle part bien en plus en profondeur, il a fait quelques pas vers l'avant en plus Hector Fort, ce qui fait que vu que la balle est longue, il est déjà en retard là. L'attaquant joue bien le coup, il se met devant Hector Fort, il pousse la balle avec sa tête sur le côté droit, donc de l'autre côté d'Hector Fort. Donc Hector Fort essaie d'intervenir, mais à chaque fois il est derrière le joueur, donc soit il fait faute et potentiellement il peut se prendre un rouge, soit c'est compliqué pour lui de prendre le ballon. Donc on a Iñaki Peña qui sort un petit peu de ses cages, là la balle elle est un peu plus proche, mais bon, je dis pas que Iñaki Peña doit tout arrêter, mais au final t'as l'impression que quand la défense elle est battue, t'as cette impression là que il va y avoir but en fait. C'est triste à dire mais voilà, après Iñaki Peña c'est pas facile non plus, on va dire. Souvent avec cette tactique là du hors-jeu, tout ça, Iñaki Peña il va souvent se retrouver un petit peu seul au monde, on le sait, donc c'est un peu compliqué peut-être pour lui, mais on aimerait que de temps en temps il fasse des petits arrêts, ce serait pas mal qu'il sauve un petit peu les meubles quand il faut les sauver quoi. Parce que là c'est voilà, un autre tir, je trouve voir Ter Stegen pendant un moment quoi. C'est dur. On passe maintenant à la FAQ les amis, vous avez été nombreux à me poser des questions, c'est sympathique. On va essayer d'en prendre un maximum, mais vous le savez, je vais pas pouvoir tout prendre, il y en a plus de 80, compliqué. On va essayer de faire au plus simple, au plus efficace possible. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de questions qui resteront aussi sans réponse, malheureusement. On commence avec Charles qui dit hello café, hello Charles. Comment expliquer ce manque de connexion? Pourquoi sortir Torre au lieu de Fermin? C'est la question que je me suis posée hier. Pourquoi sortir Pablo Torre? On semblait, de ce que j'ai vu, même quand j'ai revu le match, on sent un Pablo Torre qui peut faire des bonnes choses maintenant. Il n'était pas sur un match non plus masterclass. Je pense que peut-être que dans le pressing, tout ça, ça convenait pas à Flick. C'est peut-être pour ça qu'il est sorti. Je pense qu'un Fermin Lopez qui est un petit peu plus agressif, tout ça, ça plaît un petit peu plus à Flick. Je sais pas, je donne un potentiel explication, mais je sais pas si c'est ça. Fermin Lopez qui s'est procuré pas mal d'occasions, qui a beaucoup raté, beaucoup de déchets techniques encore une fois. Voilà, c'est un joueur qui correspond un petit peu plus à Flick, dans le sens où il est assez vertical, assez direct dans son jeu, Fermin plus que Pablo Torre. Donc peut-être que Flick s'est dit qu'il préférait avoir ce profil-là sur le terrain. Maintenant c'est vrai que Pablo Torre, je l'ai trouvé assez intéressant. Il n'est pas très virulent, il n'est pas très explosif comme un Fermin par exemple, à aller tout le temps vers l'avant, mais techniquement il est quand même assez juste. Et ouais, je l'ai trouvé intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'en tant qu'ailier gauche, Pablo Torre, c'est pas, à mon avis, c'est pas le meilleur poste, là où il peut être le plus à l'aise. Il sera plus à l'aise peut-être dans l'axe du terrain, milieu de terrain, à redescendre un petit peu plus. On l'a vu redescendre pas mal de fois d'ailleurs hier, alors qu'il jouait quand même un poste normalement où il doit rester assez haut.
Bon, à voir. J'étais assez étonné de voir Pablo Torre sortir plutôt que Firmine. Maintenant, peut-être que physiquement aussi, Pablo Torre ne peut pas jouer trop de minutes. Peut-être que, je sais pas, il y a un délire avec ça. Maintenant, expliquer ce manque de connexion, c'est vrai que on a senti des joueurs un petit peu complètement à côté de la plaque. Un Koundé, je l'ai montré tout à l'heure dans l'analyse sur une séquence, mais il y en a eu plein, des séquences. Koundé qui a perdu énormément de ballons hier. Il y a Fermin Lopez, il y a Lewandowski qui ont été on va dire des points faibles de l'équipe dans le sens où il y a soit trop de déchets, en vrai déjà principalement beaucoup de déchets de la part de Koundé qui a perdu peut-être plus de balles que d'habitude, qu'on a senti un petit peu mou quoi. Peut-être que Koundé il est un petit peu cramé physiquement aussi, peut-être qu'il est un peu plus fatigué, qu'il serait temps un petit peu de le faire souffler, j'en sais rien. C'est peut-être une raison ou peut-être pas, je sais pas trop, mais pareil pour Lewandowski, sur les derniers matchs on le sent en forme, surtout en Ligue des Champions. Enfin en vrai c'est ça qui est assez étonnant, c'est que toute l'équipe, on la sent bien en Ligue des Champions contre Brest, motivée, ça envoie. Tu vois, agressif jusqu'à la fin du match. Et là, c'était la sieste totale, quoi. C'était la première mi-temps, elle est lunaire tellement on est. En fait, quand on joue en première mi-temps, on a l'impression que le Barça mène 3-0 quand il joue. On mène déjà 3-0, qu'on est tranquille. C'est tellement mou, en fait. Aucune intensité, agressivité, aucune explosivité, vraiment. Et puis, comme tu l'as dit, il y avait un manque de connexion sur certaines occasions où t'as quelques enchaînements de passes et puis d'un coup, t'as la passe qui est mal donnée, qui est un petit peu, ou alors ça se comprend pas. Lewandowski qui était complètement à côté du match aussi, donc ça donne ça quoi. Ensuite on a Yann qui dit par pitié arrête d'aller au stade, t'es maudit, c'était le pire match de la saison. C'est pas faux, mais pas complètement vrai non plus. Alors, on m'avait pas dit ça quand j'étais allé voir le Classico qu'on avait gagné il y a 2 saisons et qu'on avait gagné la Liga SOS Classico. On m'avait pas dit arrête d'aller au stade, mais bon. Est-ce que c'était le pire match de la saison? Ça, je sais pas. Il y a eu Osasuna, c'était bien dégueulasse, et la Real Sociedad aussi, il y a pas longtemps. Là. Mais ouais, tu vois, c'est dans ces eaux-là, quoi. Ensuite, on a Abderrahmane qui dit dépendance du 11 et inefficacité des remplaçants, sans Olmo, Lamine, Casado. Inefficacité des titulaires aussi, en soi. Concrètement, quand on regarde le match, on a l'impression un petit peu d'avoir l'image de ce Barça de la saison dernière. Pas dans le sens où le jeu est spécialement dégueulasse ou quoi, un peu, mais aussi dans l'inefficacité, parce que là le Barça c'est quand même créé des occasions, et la saison dernière on se rappelle tous, on avait cet argument aussi quand même de dire que, et c'était la vérité, ce sont des faits, des stats, c'est que le Barça la saison dernière, même si la saison a été mauvaise, c'était l'équipe d'Europe qui se créait le plus d'occasions. Le Barça était l'équipe qui se créait le plus d'occasions, et pourtant c'était l'équipe qui loupait le plus d'occasions. Et en ce début de saison là, tout fonctionne comme sur des roulettes, tout va à merveille, on a Lewandowski qui marque, Rafinha qui marque, Lamine Yamal aussi, tout le monde marque, et on est très efficace, très efficace. Il n'y a pas 100% d'efficacité, mais quand même ce Barça depuis le début de la saison est très efficace, ce qui fait que tout se passe bien, et voilà, on est tous contents. Et à partir du moment où d'un coup tu manques d'efficacité, peut-être de fraîcheur aussi un petit peu, qui fait que tu manques des petits gestes, la dernière passe, le tir, le contrôle avant le tir, tu vois, tout ça, à partir du moment où tu manques de fraîcheur, tu peux pas faire tourner. Ça, c'est une des raisons aussi pourquoi le Barça joue un petit coup de moins bien, on va dire. Et bien d'un coup, t'as l'impression que tout est catastrophique, c'est bon, il faut tout jeter, tout ça. Mais non, il faut pas spécialement tout jeter. Mais par contre, il faut pas oublier que la saison dernière, les mêmes joueurs qui avaient sur le terrain hier était très peu efficace, et que si on repart sur un truc comme ça où d'un coup Lewandowski commence à louper tous ses contrôles, toutes ses passes, tous ses tirs, qui marque plus, que Rafinha, même s'il a été très bon, même s'il a marqué, s'il est un petit peu moins précis, on va dire, comme la saison dernière où c'était un petit peu plus compliqué, on va repartir un petit peu comme la saison dernière, tu vois. La frontière est pas est très proche, donc il faut faire attention. Maintenant, les remplaçants, oui, sont moins bons, on va dire, que les titulaires, et sans Dani Olmo qui était touché apparemment, on se crée moins d'occasions, parce que c'est un joueur qui typiquement de base te fait que tu crées beaucoup d'occasions, parce que il est tout le temps porté vers l'avant, il est très bon techniquement, il va toujours se procurer créer des occasions pour tirer, tout ça, pour être dangereux, donc forcément sans lui c'est compliqué. Lamine Yamal qui a fait son retour, qui a fait une rentrée j'ai trouvé assez correcte, mais peut-être qu'il en a trop fait, j'en sais rien, mais voilà. Et puis Casado au milieu, oui, qui manque aussi, oui, ça manque un petit peu d'avoir un petit Casado au milieu qui récupère, qui gratte les ballons, c'est logique, mais il n'y a pas que ça, c'est un tout en fait. Ensuite on a Yves qui dit on a finalement pas besoin de Xavi pour mal jouer apparemment, tu trouves pas? Moi ça me fait assez rire.
je t'avoue, je trouve ça assez drôle en fait, ce qui est en train de se passer en ce moment. Déjà, dès que le Barça loupe un match, direct sur les réseaux, tu vois direct la comparaison et dire, et moi je l'ai déjà vu, hein, on me l'a déjà dit dans les questions d'après-match sur les derniers matchs qu'on a un peu ratés en Liga, il y a des supporters qui disent direct, on dirait le Barça de Xavi, on dirait qu'on est coaché par Xavi. Donc quand le Barça joue bien, c'est Flick, quand le Barça joue pas bien, c'est Xavi. Ok, bon, c'est une manière d'éviter de critiquer le coach et de tomber sur l'ancien coach qui n'est plus là. C'est assez facile, hein, évidemment. Mais moi, ce qui me fait assez rire, c'est tout ça, c'est même tout ce qui se passe sur les réseaux. Il y en a qui commencent à sortir des Flick out, des trucs comme ça, quoi. C'est assez fou, c'est en train de se dérouler sous nos yeux. Alors, je sais que la plupart font ça pour les stats et tout ça, comme depuis le début, je commençais à comprendre quand même un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tu donnes l'avis le plus catastrophique juste pour faire parler et pour faire le buzz, pour avoir un moment de lumière. Bon, ça n'a aucun intérêt au débat de quoi que ce soit, mais c'est comme ça, c'est les réseaux. Mais voilà, en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est assez risible, quoi. C'est un petit peu ce qu'on a depuis certaines années, quoi. Dès qu'il y a 2-3 matchs qui vont pas, il faut virer le coach sans se poser de questions. Et c'était pareil les dernières saisons, il fallait se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui vraiment n'allait pas? Est-ce que c'était uniquement la faute d'une personne ou est-ce qu'il y avait plusieurs raisons à ça? Là, on regarde qu'est-ce qui ne va pas avec ce Barça-là cette saison, sachant qu'on est en train de se poser la question, alors que franchement, on fait plutôt une bonne saison pour le moment. Certes, il y a quelques matchs là, les derniers matchs sont compliqués en Liga, défaites, match nul, on n'a pas gagné depuis 3 matchs, ok, mais c'est pas non plus la crise du siècle, mais bon, disons, qu'est-ce qui se passe mal en ce moment sur les derniers matchs? Est-ce que c'est la faute de la tactique? Ou est-ce que c'est la faute des joueurs sur le terrain? Donc est-ce que c'est la faute du banc aussi? Est-ce qu'on manque de joueurs? Du coup, est-ce que c'est la faute de la direction et le fait qu'il n'y ait pas d'argent, pas de mercato, tout ça? En gros, quand je dis pas de mercato, vous m'avez compris, c'est que tu peux pas acheter plusieurs joueurs et vraiment avoir une équipe très compétitive. Parce que quand même, le remplaçant de Baldé, c'est Gérard Martin. Le remplaçant actuel de Cubarsí ou Inigo Martinez, c'est Sergi Dominguez. Il n'y a que lui en défense. Potentiellement Eric Garcia. Bon. Le remplaçant de Koundé, c'est Hector Forte. Le remplaçant de Lewandowski, c'est pas Victor. Le remplaçant de Rafinha ou je ne sais qui, c'est Ferran Torres. Voilà. En fait, donc c'est sûr que le banc n'est pas forcément de très très grande qualité. C'est comme ça, c'est un fait. Donc on peut pas dire c'est uniquement la faute du coach parce qu'on gagne pas, ah c'est bon, faut tout jeter. Non, faut pas tout jeter. Le problème est plus global. Le problème est plus global parce que si tu ne peux pas faire souffler les joueurs au bout d'un moment ils vont être fatigués. Comme je l'ai dit, ils vont être un petit peu plus brouillons. Ils vont rater le petit contrôle qui va bien, le petit tir, la petite passe, la dernière passe, tu sais, pour mettre dans les bonnes conditions ton buteur qui sait pas faire un contrôle. Bref, tu mélanges un petit peu tout ça, additionne tout ça, ça te donne des matchs comme ça qui sont un peu compliqués. C'est pour ça que le coach voulait faire des rotations. Il avait fait des sacrée rotation contre Osasuna à l'extérieur, vous vous souvenez, on s'était fait déchirer par Osasuna. Donc depuis il s'est dit bon, je vais me calmer sur les rotations. Mais en vrai sur le long terme ça te permet aussi de faire souffler les joueurs et d'avoir une équipe, on va dire en forme, régulière, j'en sais rien, tout au long de la saison. En tout cas que ça soit plus le cas, on va dire. C'est pas parce que tu vas faire une grosse rotation à un match que tu vas tenir toute la saison. Mais régulièrement il faut faire des petites rotations et faire souffler certains joueurs. Des mecs comme Lewandowski, voilà, c'est compliqué pour lui le football. Donc certes cette saison là il a des bonnes stats, mais tu peux pas le faire jouer 90 minutes tous les 3 jours. Au bout d'un moment il faut aussi faire tourner Robert et comme d'autres joueurs en fait. Lamine Yamal on l'a pas fait souffler énormément, il a fini par se blesser. Alors c'est peut-être qu'un coup, c'est peut-être voilà, mais au final c'est le cas, il s'est blessé. On a beaucoup de blessés aussi, beaucoup de joueurs qui se blessent petit à petit, tu vois, et qui ne tiennent pas. Ce qui fait que on n'a pas un effectif très très large, ni en défense ni en attaque, et ça donne des joueurs qui sont un peu fatigués, des joueurs qui sont peut-être moins concentrés en défense et des joueurs qui sont peut-être plus brouillons en attaque. Donc c'est dangereux au bout d'un moment. Il faut pouvoir faire tourner. Donc après, est-ce que c'est de la faute de Xavi? Et autre chose aussi que je trouve très marrant, c'est Casado, le cas Casado. Ça participe à tout ça. Et autre chose aussi que je trouve marrant, c'est ça, pour continuer sur le truc de commencer à faire des flics machin. Les supporters ils veulent pas être patients, ils veulent pas attendre la fin de saison, faire des bilans, savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, tout ça. C'est directement on balance des trucs comme ça à la con. Casado c'est pareil, maintenant il est indispensable d'après tout le monde. Casado indispensable, ouais, mais quand il est pas là ça fonctionne pas. Bien sûr que oui, déjà, c'est un fait. Mais parce qu'il est agressif, parce qu'il récupère des ballons, il est important au milieu de terrain. Mais c'est assez marrant parce qu'il y a encore pas si longtemps que ça, personne ne voulait voir Casado. Tout le monde disait il est trop petit, non, il a pas ce qu'il faut pour être titulaire. Et maintenant il est pas là, il nous manque Casado.
C'est assez marrant, c'est assez drôle. Moi, ça me fait assez rire. Tout ce qui se passe actuellement là, sur les réseaux, depuis les mauvais résultats, ça me fait rire. Ça représente assez bien tout ça. Ensuite, on a Mvo Jazz qui dit Fleet est en train de se perdre, ne penses-tu pas? Non, je pense pas. Se perdre de quoi? J'ai pas suivi. En quoi Fleet est en train de se perdre? Bon après là c'est compliqué, tu vas pas pouvoir me répondre là. J'essaie de réfléchir en quoi il pourrait se perdre. Parce que qu'est-ce qui a changé par rapport à d'habitude? Comme je l'ai dit tout à l'heure. Après chacun pense ce qu'il veut, c'est pas une critique machin, mais juste on me pose des questions, je réponds tout simplement. Mais je vois pas en quoi le coach est en train de se perdre parce qu'il applique toujours la même tactique, on va dire, dans les grandes lignes. Des fois, il s'adapte un petit peu au match, tout ça. Manière de défendre, manière d'attaquer, c'est peut-être pas tout le temps la même chose parce que ça dépend un peu de l'adversaire. Il faut aussi utiliser les faiblesses de l'adversaire. Mais non, il y a toujours un peu le même pressing. On l'a vu là en analyse en début de vidéo. Le pressing qui a été là très mauvais, c'est le même que d'habitude qui marche très bien, tu vois. Donc pourquoi il n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est la faute du coach ou est-ce que c'est la faute des joueurs qui sont sur le terrain? On l'a vu, Lewandowski dans le pressing, là, il est totalement fautif. Et si Las Palmas arrive à aussi bien sortir le ballon aussi facilement, c'est en partie de sa faute à Robert, et quand même principalement de sa faute. Hein. Parce que derrière, après ça c'est bien. Mais au milieu, d'un coup, il y a un mec qui est là, au milieu de terrain, main dans les poches, je sais pas ce qu'il fait. Donc forcément, tu passes comme ça après, tranquille. Voilà ce que ça donne. Donc je vois pas en quoi Fleet est en train de se perdre. Il essaie de continuer sur le travail qui a été fait. Il y a un bon travail depuis le début de la saison. Il y a un Barça qui joue plutôt bien. On prend quand même du plaisir à voir le Barça. Il y en a plein qui sont venus me voir après les victoires pour me dire « t'as vu, c'est que le Barça joue bien finalement ». Ça peut pas toujours aussi bien fonctionner toute la saison. Ça peut pas être parfait. On peut pas gagner tous les matchs 5-0 les gars. Voilà. Maintenant, s'il y a des joueurs fatigués, il faut les faire souffler et faire confiance comme Fleet l'a fait depuis le début de la saison, il fait confiance en remplaçant, il fait confiance à Gérard Martin, à Iñaki Peña, à d'autres joueurs. Il faut continuer à leur faire confiance et faire souffler certains qui ont besoin de souffler. Ensuite, il y a Amine qui dit mais pourquoi ces changements, pourquoi ce manque d'intensité de la part des joueurs grave? C'est une bonne question parce qu'on parle de la fatigue depuis tout à l'heure. Moi-même, je dis les joueurs semblent fatigués, peut-être que certains doivent souffler et c'est, je pense, la vérité. Certains doivent souffler, certains qui ont beaucoup joué, mais maintenant, on peut se poser la question aussi. Pourquoi? Et là, perso, je n'aurais pas forcément la réponse, on peut que faire des suppositions. Mais pourquoi contre Brest, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, on se donne à 100% tout le long du match. À la 92e, on va continuer à faire un pressing agressif à la 92e minute. Et on marque le 3e but à la 92e. Pourquoi ça contre Brest et quelques jours après contre Las Palmas, qui est une équipe assez similaire, enfin similaire, ça joue pas pareil que Brest, certes, mais c'est une équipe plus faible que toi et normalement où t'as la place, t'es à domicile encore une fois aussi, t'as plus ou moins la même équipe, tu vois, pas exactement, mais à quelques joueurs près, t'as la même équipe. Pourquoi? Pourquoi tu passes d'un match contre Brest qui est plutôt bien dans les intentions, agressif, tu mets l'intensité, tu as l'attitude qu'il faut pour aller chercher la victoire. Bon, la différence entre les deux, c'est qu'il y a eu un match à 21h et un match à 14h, tu as l'impression que l'après-midi, c'est la sieste plus qu'autre chose, mais c'est pas normal. Donc est-ce qu'il y a un manque de motivation chez les joueurs en gros? Qu'est-ce qui change entre ces deux matchs? Est-ce que les joueurs ont plus la dalle quand il s'agit de jouer des matchs de Ligue des Champions que quand il faut jouer des matchs de Liga? On peut se poser la question sérieusement. Donc est-ce que c'est un problème physique ou est-ce que c'est un problème de motivation? Ou est-ce que c'est un petit problème des deux en même temps? J'en sais rien. Ensuite, on a Adamax qui dit Koundé, ses derniers matchs, c'est pas terrible pour toi. C'est vraiment à cause de l'absence de Lamine Yamal. Et après, il dit le rôle de Diaby aujourd'hui ne lui convient pas du tout, même s'il a récupéré quelques ballons. Concernant Koundé, c'est pas forcément uniquement Lamine. C'est pas forcément ça. On sent que Koundé, il est un peu à côté de ses pompes, concrètement. Est-ce que c'est mental, est-ce que c'est physique, j'en sais rien, mais là, il est un peu à côté. Il est un peu hors sujet depuis quelques matchs, mais Las Palmas, c'est assez criant, je trouve. Dans son attitude corporelle, on sent qu'il est un peu... qu'il est à côté de ses pompes, quoi. Je sais pas comment le dire autrement, je vais pas être méchant avec Koundé. Après, il y en a qui sont méchants avec Koundé, il y en a qui disent Koundé, il est bidon, machin. Koundé, il est excellent depuis le début de la saison. Il a été excellent la saison dernière. Depuis qu'il est arrivé, Koundé, il est plutôt bon et on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Ça, il faut pas l'oublier non plus. C'est pas comme s'il avait été tout le temps mauvais et que d'un coup il a fait quelques bons matchs et qu'on peut dire non, c'est pas ça. Ça lui est arrivé de faire des mauvais matchs à Koundé, mais dans l'ensemble, depuis qu'il est au Barça, il est plutôt excellent Koundé. Il a pas grand chose à se reprocher. Je suis désolé, on peut pas tomber sur Koundé et dire ouais, il est bidon. Non, il a peut-être une mauvaise passe et peut-être qu'en ce moment c'est plus compliqué pour lui, peut-être que physiquement il est pas assez frais, tout ça, j'en sais rien. Il y a peut-être tout ça qui rentre en compte, mais faut pas oublier non plus les bons matchs qu'il a fait et encore récemment où il avait fait 3 passes décisives en un seul match là en Ligue des Champions. Mais à l'image de l'équipe,
On sent un Barça peut-être un peu à côté en ce moment, soit physiquement, soit mentalement, mais voilà, et Koundé n'y échappe pas. Il y en a qui y échappent, il y en a comme des mecs comme Rafinha qui tu sens toujours dedans, tu vois, des mecs comme Pedri aussi qui sont très bons en ce moment, Casado, même des Inigo Martinez et des Koubarsi, tu vois, qui tiennent la baraque un petit peu. Mais certains, t'en as qui, oui, bien en dessous de leur niveau habituel. Donc Koundé, je sais pas si c'est en rapport avec Lamine Yamal, mais déjà le retour va forcément lui faire du bien, mais c'est pas uniquement parce que Lamine Yamal n'est pas là, c'est que lui-même est pas dedans en ce moment. Concernant Gavi, forcément c'est mieux d'avoir Casado à ce poste-là. Je sais pas exactement, ouais, il a récupéré quelques ballons, Gavi, il a mis un petit peu d'agressivité, tout ça, mais il a peut-être pas encore le volume de jeu pour... T'as vu tous les espaces qu'il y avait, on l'a vu dans l'analyse au début de match, les espaces qu'il y avait dans le dos, quand le pressing était cassé. Gavi, fallait qu'il court, des grandes distances, tout ça. On avait un Barça qui était pas foufou dans le pressing. Et qui a dû du coup encore plus courir peut-être que d'habitude. J'en sais rien, j'ai pas la stat au niveau des kilomètres parcourus, mais bon, c'est l'impression un petit peu que j'ai eu où des fois on a vu Gavi revenir du milieu de terrain ou haut du terrain jusqu'à dans la surface en train de courir. Il y a une action où Sandro il part tout seul, là, il dribble Inigo Martinez, il fait une petite feinte, il laisse passer le ballon, ça fait un grand pont à Inigo Martinez là. Bah, cette action je l'ai en tête, par exemple c'était début de match, les premières minutes je crois, et Sandro il part jusque quasiment la balle elle sort, et il fait une petite passe en retrait qui arrive, qui cogne un peu, le Koubarsi dégage. Bref, c'était au tout début de match ça, et on voit Gavi déjà qui fait un retour défensif, qui doit parcourir je sais pas combien de mètres, tout la moitié du terrain pour revenir, pour essayer de défendre sur Sandro quoi. Donc voilà, ce genre de truc n'aide pas aussi. Gavi il a pas encore le rythme à 100%, et peut-être qu'à ce poste là il est pas si à l'aise que ça non plus à côté de Pedri. Peut-être que Gavi par exemple serait mieux à côté d'un Casado, tu vois, qu'il ait moins d'efforts défensifs à faire, qu'il s'occupe un petit peu plus d'organiser les attaques, même si c'est beaucoup moins bien que Pedri dans ce domaine. Mais je pense que voir un Gavi un petit peu plus haut sur le terrain, moi ça me plairait un peu plus que plutôt vraiment à ce poste de pivot là. Je suis pas sûr du truc. Quand t'as un Casado de toute façon qui sort des masterclass à côté, Casado est mieux à ce poste là. Maintenant Gavi, à voir à quel poste il peut apporter le plus quoi. Ensuite on a Marlon qui dit la négligence des soigneurs sur Baldé, vu de notre TV c'était grave, il vomissait toussait etc. Ouais c'est violent. Moi au stade quoi, je voyais Baldé, je regardais sur les écrans géants, il filmait un petit peu, on voyait Baldé qui toussait quoi. Mais après j'ai vu les images et tout, et ouais apparemment il a vomi à moitié du sang, je sais pas. Violent. J'ai revu la scène en revoyant le match là pour l'analyse, horrible. Horrible. T'as les soigneurs qui regardent, on dirait que tout le monde est choqué, ils savent pas quoi faire on dirait. Alors la négligence, je sais pas, moi je suis pas médecin, je vais pas faire le mec, ils auraient dû faire ça, tu vois. J'en sais rien, mais c'est sûr que la scène est assez immonde, assez horrible à regarder, ça fait de la peine. Moi hier dans le débrief j'ai dit, j'avais pas vu ces images là. J'ai dit bon j'espère que le Baldé c'est pas grave, et on m'a dit non c'est pas grave, c'est juste un coup. Franchement quand tu vois la scène, c'est flippant un peu. T'as tout le monde qui est un petit peu choqué, t'as l'autre abruti de Sandro là qui vient s'excuser après, mais c'est trop tard frère, il joue pas du tout le ballon, il prend même pas de carton jaune là-dessus. Il joue absolument pas le ballon, il joue le joueur, il vient le défoncer la tronche quoi. C'est trop, il a dû prendre un coup dans la gorge je pense, moitié dans le menton, dans la gorge, je sais pas trop. Violent le truc hein. Quand tu le vois sortir, il tousse, mais il cache sa tête et tout pour pas... c'est presque choquant je dirais le truc. Ensuite il y a Sakande Abdoulatif qui dit « Doit-on toujours croire ?» Oui, il faut toujours croire, avoir la foi. En ce Barça, tout le monde fait ce qu'il veut. Hein. J'ai jamais forcé les gens à croire en certaines choses. Je ne sais pas maintenant que je vais le faire. Chacun a sa vision du truc, tout ça. Maintenant, il faut se poser la bonne question. Pour quelle raison il ne faudrait plus croire en cette équipe ? Est-ce que cette équipe peut aller chercher la Liga, peut aller chercher des trophées? Est-ce qu'elle peut faire une belle saison? Pourquoi il ne faudrait plus y croire? Parce que sur les 3 derniers matchs de Liga, on a lâché des points, et que le Real va probablement, là à l'heure actuelle, je crois qu'ils sont en train de jouer pendant que j'enregistre, contre Getafe. Ouais, 0-0 à l'instant T, mais bon. Bref, donc est-ce qu'il faut croire, est-ce qu'il faut y croire? Vous faites ce que vous voulez. Mais pour moi, la vraie question, c'est pourquoi on ne devrait pas croire en ce Barça-là? Juste parce que sur les 3 derniers matchs, on a été mauvais. Et puis si les 3 prochains matchs, on gagne 5-0 à chaque match, d'un coup, les questions vont disparaître. Et maintenant, c'est est-ce qu'on va pouvoir aller gagner la Ligue des Champions, tu vois? C'est toujours ça. C'est le truc du... comment on dit déjà? Pas la culture de l'instant, mais en gros c'est plus ou moins ça, mais voilà, c'est trop sur le moment, on est trop dans l'émotion.
Dès qu'on gagne, on a vu la semaine où on a gagné le Bayern et on a gagné le Real, il y en a beaucoup qui se sont excités, qui ont dit bon c'est bon, on va tout gagner cette saison. Et c'était il y a pas si longtemps que ça les gars. Hein. Quelques semaines après, un mois après, d'un coup on enchaîne un peu les matchs plus compliqués et d'un coup on se dit, on se pose la question est-ce qu'il faut croire, c'est fini, le Barça a lâché, on est en crise. J'ai des questions comme ça, hein. Est-ce qu'on est en crise, tout ça? Ça va un peu vite. Ça va un peu vite dans le football. On se pose direct après un match, ouais, on est en crise, on n'est pas en crise, machin. Il faut voir sur le long terme. Et voilà, il y aura forcément des coups de mou dans la saison. Là, il arrive peut-être un petit peu tôt, je dirais. On est fin novembre, début décembre maintenant. Et on a un petit coup de mou. Normalement, c'est plus début d'année. On va voir si le Barça arrive à se ressaisir et à retrouver un second souffle en début d'année, quand les matchs importants vraiment vont arriver. Quand je dis important, c'est surtout pour la Ligue des Champions, tout ça. Eh bien, on aura un tout autre discours. Mais moi, tout ce que je dis, c'est qu'il faut y croire. Et puis, on verra à la fin de la saison, on fera le bilan, tout simplement. Ensuite, on a Derka qui dit « Flick fait à Pau Vitor la même chose que Xavi faisait à Casado et c'est très regrettable. » Pas exactement, non. Pau Vitor fait partie de l'équipe première. Casado ne faisait pas partie de l'équipe première la saison dernière. De ce que je sais, c'était Casado, il y avait cette volonté de le laisser en B et soi-disant de le faire monter plus l'année d'après. Donc c'est-à-dire cette saison. Même si moi j'aurais préféré qu'il vienne déjà la saison dernière, effectivement. Donc c'est différent, Pau Vitor, il fait partie de l'équipe première là, voilà. On comprend que Flick utilise plus Lewandowski qui fait partie des meilleurs buteurs du club là actuellement, qui est peut-être même le meilleur buteur de Liga, je sais plus. Donc ça se comprend un petit peu maintenant. C'est vrai que Lewandowski c'est compliqué et Pau Vitor peut-être qu'il mériterait un petit peu plus sa chance. Il avait montré de belles choses en pré-saison puis après il a totalement disparu ou il a quasiment jamais joué à son poste aussi. C'est dommage. Mais est-ce qu'il faut en vouloir à Flick de mettre Lewandowski titulaire en général, hein, je parle pas du match d'hier ou quoi, mais la plupart du temps de mettre Lewandowski titulaire à la place de Pau Vitor, tu vois, est-ce que vraiment c'est choquant? C'est pas choquant en soi. Vu que Lewandowski fait un bon début de saison, qui marque pas mal de buts, maintenant, il faudrait faire un petit peu plus souffler. De temps en temps, tu fais sortir Robert et tu mets Pau Vitor. De temps en temps, tu mets Pau Vitor titulaire peut-être, dans certains matchs. Lewandowski est titulaire tout le temps, quasiment tout le temps. Il y a eu une fois où il était pas titulaire, c'était Osasuna, je crois. Et ça devait être Pau Vitor, et encore que, peut-être il a même été titulaire, je sais plus exactement. Mais ouais, Lewandowski est quasiment tout le temps titulaire, donc au bout d'un moment, je pense que ça les jambes deviennent un petit peu plus lourdes, quoi. Ensuite, on a Suo qui dit « Je pense qu'il faut améliorer le jeu de Flick, car ça marchera de moins en moins. » Ouais, on doit faire des ajustements. Après, le coach fait souvent des ajustements qui sont intéressants en cours de match. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais la plupart du temps, c'est des bons ajustements. Maintenant, il faut que les joueurs soient plus patients dans le jeu, quoi. Qu'ils arrêtent de balancer trop les ballons, qu'on arrête. Cela, on a perdu énormément de ballons, en fait. Et on perdait des ballons beaucoup trop rapidement. Ce qui fait qu'on n'avait pas le temps de s'installer dans la surface adverse, et etc., quoi. Donc, c'était trop facile pour les adversaires comme ça, qui vont forcément jouer les contre-attaques face au Barça. Parce que face au Barça, t'as moins le ballon, donc tu te dis je vais essayer de jouer les contre-attaques, et si toi tu perds le ballon et t'as pas le temps de t'installer dans la surface adverse, tout ça, enfin la moitié de terrain adverse devant la surface, tout ça, et d'être vraiment en position pour attaquer, si tu perds la balle et que les joueurs sont pas en position, tout ça, et bien du coup ton pressing il va pas être aussi efficace, ton contre-pressing, et tu vas subir. C'est juste de la logique dans notre manière de jouer, c'est de la logique. Donc il faut essayer de ne pas perdre des ballons bêtement, et d'essayer d'avoir un petit peu plus de contrôle dans les matchs, et par moments alterner aussi, parce que Flick, on le sait, c'est beaucoup de jeux directs, beaucoup de verticalité, mais on l'a dit en début de saison, et je le répète encore une fois, il faut pas faire tout le temps ça. Il faut aussi avoir des moments, des séquences de maîtrise dans le match. Tu peux pas tout le temps envoyer « Allez Rafinha, fais un appel, cours !» et on l'envoie un giga ballon sur lui. Tu peux pas jouer comme ça tout le temps. Ça va fonctionner de temps en temps, ok, ça va être sympa de temps en temps, mais il faut aussi avoir des séquences de possession, quoi. On est le Barça, hein. Pas l'oublier. Ensuite, on a Kamel qui dit « Salut Café, pourquoi 6 changements ?» Parce qu'en fait, il y a eu Baldé, c'était apparemment ce que j'ai vu, c'était genre en fait, comme une commotion cérébrale, il y a eu un truc commotion activé. Et quand il y a ça, en fait, tu peux faire un changement en plus pour les deux équipes apparemment. Ce qui n'est pas forcément très équitable, sachant que c'est nous qui avons subi le truc. Donc tu te dis, tu peux faire 6 changements, mais l'adversaire aussi en fait. Ensuite, on a Cyril qui dit « Est-ce que ce stade n'est pas maudit ?» On avait 5 victoires, 5 matchs, 5 victoires à domicile cette saison. Là, c'est la première défaite de la saison. Donc est-ce que le stade est maudit? Pas forcément. Maintenant, le stade, ce stade-là, il est joli, hein, et ça dégage rien, malheureusement. Le retour au Camp Nou, il est très très attendu. Parce que ce stade-là, il dégage rien, il sonne creux, voilà, c'est comme ça, quoi. On essaie de se rassurer comme on peut en se disant ouais, bon, c'est cool quand même, machin, il est joli, les supporters sont là, ils viennent quand même, tout ça. Mais c'est pas pareil.
c'est clairement pas pareil. Vivement le retour au Camp Nou. Ensuite, on a Najib, je sais pas comment. Bref, Najib, on va dire, vaut mieux perdre ces matchs-là que ceux qui sont importants. Alors, oui, mais non. La Liga se perd sur les matchs comme ça, pas sur les gros matchs, on va dire. Certes, les gros matchs, ça joue aussi, parce que la saison dernière, on perd tous nos face-à-face quand même, mais on perd quand même d'autres matchs aussi. Mais on perd contre le Real 2 fois, on perd contre Girone, chez nous. On se fait éclater. Il y a des défaites comme ça et Girone et le Real, on se battait contre eux en Ligue des Champions, en Liga, pardon, pour la Liga. Donc voilà, ça c'est joué un petit peu là-dessus. Mais généralement, la Liga se joue aussi sur des matchs comme ça. Si tu perds tes petits matchs alors que t'es censé les gagner, c'est compliqué. Normalement, en fait, t'es censé gagner presque tous tes matchs, sauf après, tu joues tes face-à-face contre le Real, tu vois, tu vas jouer ta place. Tu joues contre l'Atlético, les 3-4 premiers, tu vois. Les équipes qui se battent pour le haut de tableau. Donc si en plus de ça tu perds les petits matchs, c'est compliqué parce que les autres en face, normalement les petits matchs, il y aura pas d'erreur. Ensuite, on a Grémy qui dit, ou Jérémy plutôt, je suis fatigué. Salut Café, salut Jérémy. Est-ce que tu penses que le coup de boost du nouvel entraîneur est terminé ? C'est une question qui est intéressante, effectivement, parce que il y a toujours l'effet nouveau coach qui booste un petit peu l'équipe, on le sait. C'est vrai qu'on peut se poser la question maintenant. Je pense pas que ça soit juste ça. Je pense pas que notre début de saison, en fait, notre bon début de saison soit juste l'effet nouveau coach, parce qu'on le voit dans le jeu, il y a eu quand même des différences. Il y a des choses qui ont été mises en place et qui ont mieux marché avec ces joueurs-là. Si on le sait, on n'a pas forcément changé d'équipe. On a quasiment les mêmes joueurs que la saison dernière. Il y a quelques différences. Oui, il y a Casado qui est là, mais il nous manque Frenkie, il nous manque Gavi. En début de saison, en tout cas, il y avait pas ces joueurs-là. Il nous manque des défenseurs aussi. On n'a pas les mêmes défenseurs. Mais dans l'ensemble, c'est à peu près la même équipe. Donc le début de saison, il est très différent dans le jeu. Dans les résultats, on l'a vu, hein. Vous avez tous vu ça sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est assez drôle, encore une fois, aussi de partager tout ça. Mais bon, bref. Sur le début de saison, le Flick fait, je crois, moins bien ou aussi bien que Xavi sur la saison dernière. Je crois que c'est le même début de saison. En termes de points, de résultats, du nombre de victoires et tout ça. Donc ça, c'est marrant toujours de comparer les stats comme ça, sans contexte. Mais dans le jeu, on est beaucoup mieux. Enfin, on est beaucoup mieux. Je sais pas, parce que comme on l'a vu la saison dernière, c'était quand même un Barça qui se créait quand même beaucoup d'occasions, mais qui manquait d'efficacité. Donc peut-être que la saison dernière, si on avait marqué beaucoup plus de buts, comme cette saison, peut-être qu'on aurait dit ça aurait été excellent. Mais ça, c'est assez drôle aussi de ça, parce qu'on se dit des fois, si tu changes un petit truc, eh bien tu peux avoir une vision totalement différente de ce que tu vois et de ce que tu ressens, tu vois. Parce que la saison dernière, comme je l'ai dit, on se procurait beaucoup d'occasions, mais on était l'équipe d'Europe qui loupait énormément. Mais si on avait mis ces buts-là, est-ce que la vision des supporters aurait été différente ? Est-ce que notre vision à nous, elle aurait été de dire waouh, le Barça joue trop bien, c'est excellent, tu vois. Et juste parce qu'on marque pas les buts, ben on joue trop mal. Mais de jouer bien ou jouer mal, c'est pas uniquement avoir les résultats, on l'a vu. Il y a la saison la dernière fois où on a été champion de Liga, le Barça marquait pas énormément de buts, c'était pas un jeu très flamboyant, ça a été un jeu efficace parce qu'on encaissait très peu de buts. Là on encaisse un petit peu plus, mais on a l'impression d'avoir un jeu quand même beaucoup plus flamboyant, mais on a plus ou moins les mêmes résultats. Donc je sais pas, la vision, moi je trouve ça juste marrant psychologiquement de se poser ces questions-là, mais bon. Donc est-ce que c'est un boost juste du nouveau coach ? Ça peut jouer aussi sur certains joueurs, chez la motivation. Par exemple, je pense à Lewandowski surtout, qui est beaucoup mieux, qui a été transformé par rapport à la saison dernière. La saison dernière a été complètement éclatée, hein, Lewandowski. Désolé Robert si tu regardes cette vidéo, je comprends le français. Mais cette saison, il est beaucoup mieux. Donc est-ce que c'est l'effet nouveau coach pour Lewandowski ? C'est possible. Maintenant, tactiquement, il y a des choses qui ont été mises en place, comme je l'ai dit, qui ont beaucoup mieux marché, qui ont été intéressantes. Donc non, c'est pas totalement l'effet nouveau coach non plus. Dernière question de Emad qui dit « Arbitrage, c'est trop, le club, faut-il qu'il fasse quelque chose ?» officiel. Je sais pas ce que tu as essayé de me dire, mais oui, l'arbitrage, ouais, c'est compliqué, hein. C'est toujours le même sujet, les gars, l'arbitrage, c'est comme ça. Je sais plus ce que j'avais dit un truc la saison dernière, je pense, au début de saison, fin de saison, je sais plus. C'est sûr qu'on en a marre de parler de l'arbitrage à chaque fois, parce qu'à chaque fois que tu parles d'arbitrage, surtout les adversaires, évidemment, ils vont venir, ils vont dire ouais, tu vois, tu trouves des excuses, à chaque fois vous trouvez des excuses. C'est d'ailleurs ce qui a été reproché à Xavi, de trouver des excuses par rapport à l'arbitrage. Mais si tu te fais voler dans plusieurs matchs et tu ne dis rien pour faire le gars non moi je parle pas d'arbitrage, tranquille, tu vois, bah tu laisses faire du coup.
et tu laisses l'injustice continuer, tu vois. Et c'est compliqué parce que oui, à la fin du match, vous avez tous vu l'image où il y a Pau Vitor qui se fait tirer par le maillot et il y a clairement faute dans la surface et il n'y a pas péno, il n'y a rien. Même le truc sur le Baldé, tu vois, rien de ça par exemple. C'est quand même Baldé s'est retrouvé à plus pouvoir respirer, à vomir à moitié du sang. C'est fou. Et tu vas dire, tu vois ça, tu vois Baldé qui est en train de, on dirait qu'il va y passer, tu sais, sur le terrain. L'arbitre il voit ça et il se dit pas, bon, finalement, vas-y quand même, Sandro, t'as un peu abusé, je vais te mettre un petit carton jaune, tu vois. Je te demande pas un carton rouge, un carton jaune. Mais non, rien, genre. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire en fait? La sécurité de l'être humain, genre, elle n'existe pas. Ah non. Et ouais, les fautes, les petites fautes qu'il y a aussi. À un moment, Rafinha, il y a un corner qui est joué à 2, je crois, un truc comme ça. Rafinha, il va pour accélérer, pour faire un appel. Il se prend à moitié un coup de coude dans la tronche. Non, il n'y a rien. Tu sais, mais frère, c'est trop. C'est trop. Il y a plein de petits trucs comme ça additionnés. Et tu te dis, c'est pas possible, oui. Donc là, on en parle, voilà, on va me dire, ouais, tu trouves des excuses. Non, c'est comme la saison dernière, les amis. On s'est fait voler par l'arbitrage la saison dernière, et très clairement, c'était abusé, c'était lunaire. J'ai jamais vu ça de ma vie, tellement c'était fou. C'était fou, sachant qu'il y a la VAR qui a été mise en place. Là. Encore à l'ancienne, quand il n'y avait pas la VAR, tu pouvais dire, ouais, non, on n'a pas vu, tu sais. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Tu pouvais faire semblant. Mais là, la VAR, tu peux plus gruger. Tu es obligé de voir les trucs, normalement. Mais bon, l'être humain dirige la VAR, tu vois, donc forcément, ça se passe comme ça. Mais la saison dernière, oui, on se fait voler par l'arbitrage. Et c'est ce que je disais, du coup, la saison dernière, je disais, il va falloir être beaucoup plus fort que l'adversaire pour pouvoir gagner les matchs, parce que quand ça sera serré, comme dans certains matchs, et que ça se joue à des petites erreurs d'arbitrage, tu ne seras jamais gagnant. Quasiment jamais. C'est comme ça. Il faut qu'on soit assez fort pour écraser nos adversaires, parce que si ça se joue à des petits matchs nuls, des 1-1, machin, et qu'il y a une petite faute à la fin de match dans la surface, tu sais déjà, tu le sais. Voilà. On peut dire ce qu'on veut, les supporters du Real peuvent dire ouais, non, ouais, machin. On le sait tous. On le sait tous. On le sait tous. C'est pour ça que moi j'ai dit j'en ai marre de parler de ça parce que de toute façon ça changera rien. Et ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. Maintenant, est-ce que le Barça doit dire quelque chose? J'en sais rien. Est-ce que si le coach dit quelque chose, les médias vont tomber dessus, ils vont lui dire ils trouvent des excuses comme ils l'ont fait avec Xavi? J'en sais rien. C'est très possible, ouais. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Ciao.